Bonjour, bienvenue dans cette première vidéo consacrée à la chimie organique. Dans cette vidéo, je vous explique les principes de base de la chimie organique. Premièrement, à quoi s'intéresse la chimie organique? Eh bien, elle étudie les composés organiques qui ne sont rien d'autre que les composés du carbone. La chimie organique est d'ailleurs parfois appelée chimie du carbone tout simplement. Alors ces composés du carbone, ils peuvent être naturels ou synthétiques, peu importe. Puisque la chimie organique est la chimie du carbone, intéressons-nous aux propriétés de ce carbone. Tout d'abord, le carbone, il a 4 électrons de valence. Donc je vais représenter ici un atome de carbone avec son symbole de Lewis qui représente donc les 4 électrons de valence de sa couche extérieure. Ces 4 électrons de valence vont pouvoir donc former 4 liaisons covalentes avec d'autres atomes. Voilà donc les liaisons covalentes. Alors, ces liaisons covalentes peuvent éventuellement se faire avec de l'hydrogène, avec de l'oxygène, de l'azote, qui sont donc trois éléments que l'on retrouve très fréquemment dans les composés organiques. Et donc, si je prends le cas de liaison avec de l'hydrogène, eh bien, j'ai par exemple donc, la molécule suivante, qui est la molécule de méthane. Alors pour ne pas alourdir les différentes représentations des formules dans la suite de cette vidéo, donc chaque fois qu'il y a une liaison covalente avec de l'hydrogène, eh bien je vais omettre de dessiner ou d'indiquer l'hydrogène et je vais simplement garder le symbole suivant où donc on voit ici simplement les 4 liaisons covalentes du carbone. Si je ne précise rien au bout de la liaison, eh bien c'est que c'est de l'hydrogène. Voilà. Alors cette représentation peut prêter à confusion parce que lorsqu'on dessine donc ces 4 liaisons covalentes sur une feuille de papier, sur un écran, sur un tableau, donc qu'on l'écrit en 2 dimensions, on pourrait avoir l'impression que ces 4 liaisons covalentes se trouvent dans le même plan et sont chaque fois séparées l'une de l'autre par un angle de 90 degrés. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas puisque ces 4 liaisons covalentes vont se répartir autour d'un atome de carbone en 3 dimensions. Donc comme sur la photo que je vous montre ici. Et en fait, ça va suivre une structure tétraédrique qui est donc la structure tétraédrique classique qu'on retrouve autour du carbone. Donc ça, c'est très important de bien se rendre compte que ce qui est dessiné sur la feuille en tant que représentation de la molécule ne correspond pas nécessairement exactement à la disposition spatiale des atomes dans cette molécule. Donc gardez bien en tête qu'autour du carbone, nous avons toujours la structure tétraédrique. Je reviens ici aux caractéristiques du carbone, où je disais que ce carbone pouvait se lier avec de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote, mais il peut aussi, et c'est là le plus important, se lier avec d'autres carbones, et ça de façon presque indéfinie. Donc on pourrait imaginer un premier carbone, où une des liaisons covalentes va en fait vers un autre atome de carbone, puis vers un autre, et les possibilités, elles sont quasi à l'infini, et donc on va former des chaînes de carbone plus ou moins longues dans ces molécules organiques. Alors ici, je tiens à préciser à nouveau que cette représentation ici en 2D qui montre tous des angles droits, elle est en fait fausse, ce n'est pas une vraie représentation de la réalité. Donc ici, on pourrait croire que tous ces carbones sont alignés dans l'espace, et donc rien n'est moins vrai. Si je vous montre la molécule qui est représentée ici avec un modèle qui permet de voir effectivement la disposition spatiale, on aurait plutôt donc quelque chose comme ça, et donc on voit que cette chaîne de carbone, elle est plutôt coudée à chaque carbone pour rendre compte de l'angle qui existe entre deux liaisons au sein de cette structure tétraédrique. Bien, alors, le carbone peut donc se lier à d'autres carbones de manière indéfinie. Donc regardons un petit peu plus près ces fameuses chaînes carbonées. Alors ces chaînes carbonées, elles peuvent être ramifiées ou non. Un exemple, voici ici une chaîne de carbone de 4 carbones qui n'est pas ramifiée. Donc on obtient une chaîne, je dirais, en ligne, longiligne, même si on sait que cette ligne est un petit peu coudée à chaque carbone. Mais on peut éventuellement envisager de faire des ramifications et donc de prendre simplement une chaîne de 3 carbones et sur le deuxième carbone, sur celui du milieu, eh bien on part avec une ramification donc vers un autre carbone. Donc ces chaînes peuvent être ramifiées ou non. Elles peuvent être cycliques ou non. Donc on pourrait imaginer une chaîne de carbone qui se replie sur elle-même. Comme par exemple ici, où nous avons 4 carbones qui se relient
donc le quatrième carbone se relie au premier, donc pour former un cycle. Ces chaînes de carbone peuvent comporter des liaisons simples, mais aussi des liaisons doubles, comme ici, voire triples, comme ici, et il peut même parfois y avoir plusieurs liaisons doubles ou triples au sein d'une même molécule. Et donc, on peut imaginer des doubles liaisons ou de triples liaisons entre deux carbones, et attention, il faut toujours veiller à ce que chaque atome de carbone n'ait que 4 liaisons, hein. Donc forcément, si ici il y a une double liaison, ça veut dire que je perds un H, hein, par rapport à cette molécule-ci, par exemple, ou ici j'ai une liaison simple, et chaque carbone ici est lié à 2 H. Donc voilà, ceci pour vous dire que ces chaînes de carbone, eh bien, on peut faire aller son imagination et sa créativité, parce qu'il y a donc énormément de possibilités que l'on peut envisager. Alors si je regarde un petit peu la formule brute de ces molécules, donc la formule que nous avons l'habitude d'utiliser en chimie organique, ben ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons 4 carbones, et si on compte les différents hydrogènes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nous en avons 10. Donc cette molécule-ci, c'est du C4H10. Mais en fait, celle-ci aussi, si vous vérifiez les hydrogènes et que vous comptez, ben, il y a aussi 10 hydrogènes. Donc en fait, ces deux molécules qui sont pourtant fort différentes au niveau de leur structure, ont la même formule dite brute, hein, C4H10, qui est la formule qu'on a l'habitude d'utiliser en chimie minérale. Ici, si je reprends cet exemple-ci où j'ai une double liaison dans ma chaîne, et ici où j'ai un cycle de 4 carbones, et bien si je compte mes hydrogènes, je vais me rendre compte que, à nouveau, là j'ai la même formule brute pour ces deux molécules, C4H8. Dans ces deux cas ici, si vous comptez les hydrogènes qu'il y a tout au long de la chaîne, eh bien nous aurons du C4H6. Et donc vous voyez que la formule telle qu'on a l'habitude de l'utiliser en chimie minérale ne va pas du tout être adaptée à la chimie organique, puisque cette formule, sous cette forme-là, ne va pas nous permettre de faire la distinction entre différentes formes possibles de la molécule. On va donc être obligé de distinguer d'autres types de formules qui vont être plus pratiques à utiliser en chimie organique. Alors la première grande différence, c'est la différence entre la formule brute et la formule développée. Donc je vais reprendre mon exemple du C4H8 et de cette formule que j'appelle donc formule développée. Alors cette formule développée, elle prend beaucoup de place, surtout si je précise tous mes atomes hydrogènes que donc, je vous avais dit que j'omettais d'écrire pour ne pas trop alourdir ma représentation. Donc si je représente tous mes hydrogènes et que je donne donc la formule développée complète de cette molécule, ça prend vraiment beaucoup de place. Donc ce n'est pas pratique. Il faudrait un compromis qui permet de prendre moins de place, mais surtout de bien visualiser la structure de ma chaîne de carbone. Alors pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder la chaîne de carbone, mais on va regrouper pour chaque carbone toutes les choses qui sont attachées au carbone et ça va nous donner ceci. Donc vous voyez qu'autour de ce premier carbone, il y a 3 H. Donc on va simplement écrire CH3, donc simplement pour dire que ce C est lié à 3 H. Et puis il est lié au carbone de la chaîne suivante. Au carbone suivant de la chaîne, pardon. Donc celui-ci est lié à un H, puis il fait une double liaison. Donc on a CH, puis la double liaison. Et ainsi de suite. De cette manière-là, on a un compromis entre une formule brute qui n'est pas suffisamment précise et une formule développée qui prend vraiment beaucoup trop de place. Donc cette formule qu'on appelle semi-développée va être extrêmement pratique et donc utilisée très souvent en chimie organique, mais sauf si les molécules deviennent très grandes. Donc lorsque les chaînes de carbone deviennent grandes, eh bien cette formule semi-développée commence à ne plus être très pratique. Et alors à ce moment-là, on va passer à une autre représentation qu'on appelle la formule topologique. Alors dans la formule topologique, que va-t-on avoir? On va en fait représenter la molécule de chimie organique de manière simplifiée en ne montrant principalement que la structure du squelette. Donc on ne va pas représenter les atomes de carbone, on ne va pas représenter les atomes d'hydrogène, mais on va juste montrer la structure du squelette. Et elle va nous permettre de mettre en évidence les différentes liaisons multiples et les différents substituants éventuels. Donc je vais vous montrer l'exemple de ceci. Ce que je vais faire, c'est que je vais montrer juste la structure, c'est-à-dire les liaisons qui existent entre les carbones de la chaîne. Et on obtient ceci. Donc, ceci, c'est la première liaison simple qu'on a entre premier et deuxième carbone. Puis, on a une double liaison entre le deuxième et le troisième. Et puis, enfin, une liaison simple avec le quatrième carbone. Et donc, vous voyez que dans cette espèce de ligne brisée,
Chaque extrémité et chaque angle, chaque coin représente un atome de carbone. Et alors on ne représente pas les atomes d'hydrogène parce qu'on va sous-entendre qu'il y a suffisamment d'hydrogène à chaque carbone pour assurer les 4 liaisons du carbone, donc pour assurer la tétravalence du carbone. Donc ici, si on se met dans ce carbone-ci, on voit qu'il y a une liaison simple d'un côté, une liaison double de l'autre. Ça fait au total 3 liaisons. Et donc, on sait qu'il faut un seul hydrogène ici pour former la 4e liaison. Et donc les hydrogènes sont sous-entendus puisque tout le monde est alors capable de compter pour qu'il y ait 4 liaisons autour de chaque carbone. L'avantage de cette formule topologique, c'est bon, elle est très simple, hein, elle ne prend pas beaucoup de place, mais elle représente aussi plus fidèlement la forme de la molécule dans l'espace. Hein. Donc si je vous montre cette molécule construite avec mon petit modèle, eh bien vous voyez cette ligne brisée ici avec liaison simple, liaison double, liaison simple, et c'est exactement ça que l'on revoit ici, et tous les hydrogènes sont sous-entendus. Bien, alors je dois évidemment vous définir la notion d'isomère, puisque nous avons vu qu'une même formule brute peut correspondre à plusieurs types de molécules. Et bien c'est ça le concept d'isomère. 2 isomères, ce sont des molécules qui ont la même formule brute, mais qui ont des formules développées ou stéréochimiques différentes. Je vais tout de suite vous expliquer ce que veut dire stéréochimique. 2 cas de figure. Nous avons premièrement ce qu'on appelle les isomères de constitution, donc l'isomérie de constitution, qui va donc concerner la structure de la molécule, et l'isomérie donc spatiale qu'on appelle stéréoisomérie, donc qui là va parler plus de l'agencement spatial. Donc je reprécise un petit peu par rapport à la définition. Donc des isomères de constitution, ce seront des molécules qui ont la même formule brute, mais qui ont des formules développées différentes. Des stéréoisomères, ce seront des molécules qui ont la même formule brute, qui ont aussi la même formule développée, mais qui peuvent présenter des arrangements spatiaux des atomes différents. Donc là, c'est vraiment juste la structure dans l'espace, donc l'arrangement dans l'espace qui va être différent, mais la structure de la molécule est la même. Alors regardons ça un petit peu plus en détail. Je commence par les isomères de constitution. J'en ai de 3 sortes, principalement. Donc là, je vous donne les sortes principales. Premièrement, il y a ce qu'on appelle les isomères de chaîne. Et je vais prendre l'exemple du C4H10 que j'ai déjà montré tout à l'heure. Soit nous avons une chaîne longiligne, non ramifiée, soit nous pouvons avoir une chaîne ramifiée. Et donc ces 2 molécules sont différentes, même formule brute, mais ce qui change d'une molécule à l'autre, c'est l'agencement de la chaîne de carbone. Donc on appelle ça des isomères de chaîne. Deuxième type d'isomère de constitution, c'est ce qu'on appelle les isomères de position. Ah, donc là, je vais vous montrer des molécules un petit peu plus complexes que ce qu'on a vu jusqu'à présent, puisque je vais introduire un oxygène dans ma molécule. Alors, le C3H8O peut, par exemple, être ceci. Donc, nous avons donc une chaîne de 3 carbones, et sur un des carbones est venu se greffer un groupement OH. Et donc, nous avons bien un C3H8O. Ce groupement OH, en fait, j'aurais pu le fixer en bout de chaîne, par exemple, hein, donc sur le premier carbone au lieu de le fixer sur le deuxième. Nous avons donc une molécule qui est différente, qui a la même formule brute, et ce qui change d'une molécule à l'autre, c'est la position du groupement OH, et donc c'est pour ça qu'on appelle ça des isomères de position. Troisième type d'isomère, nous avons les isomères de fonction. Alors ici, donc, je prends une molécule qui contient aussi un oxygène et ce qui va changer, en fait, c'est la façon dont l'oxygène est introduit dans cette molécule, donc comment est-ce qu'il est incorporé dans cette chaîne. Alors, je vous montre un exemple qui ressemble aux 2 précédents, c'est-à-dire que j'ai une chaîne de 2 carbones et j'ai un groupement OH qui est venu se fixer sur un des carbones, donc comme dans mes 2 exemples précédents. Mais ce n'est pas la seule façon d'incorporer un oxygène dans cette formule brute, hein, dans cette combinaison de 2 atomes de carbone. J'aurais pu aussi introduire l'oxygène
au sein de la chaîne, donc comme un maillon de la chaîne, donc entre les deux carbones. Et vous voyez que lorsque je fais ça, ben, mon nombre de carbone est le même, mon nombre d'hydrogène aussi. Et donc j'ai la même formule brute. Mais l'oxygène ne joue pas le même rôle, n'a pas la même fonction. On appelle ça les isomères de fonction. Donc à la fin de cette vidéo, je vous montrerai aussi les principales fonctions organiques et donc vous comprendrez mieux ce dont je parle quand je parle de fonctions ici. Je passe maintenant à la stéréoisomérie. Alors la stéréoisomérie, c'est un peu plus complexe à voir et il y a des tas de cas qui ne sont pas nécessairement très faciles à expliquer, mais je vais vous en expliquer un qui est pour moi le principal ou celui que vous risquez de rencontrer le plus souvent. Il s'agit des isomères cis-trans et je vais prendre le cas du C4H8 que j'ai déjà mentionné un petit peu plus tôt, donc c'est-à-dire une chaîne de 4 carbones où j'ai une double liaison entre le deuxième et le troisième carbone. Alors je vais redessiner cette molécule de manière un petit peu plus développée pour qu'on voit apparaître des choses particulières. Donc je repars de ma double liaison ici entre le deuxième et le troisième carbone. Et ce carbone-ci, le deuxième, il a déjà 2 doubles liaisons. Il aura donc encore une autre liaison vers l'extrémité de la chaîne et une autre liaison vers le H. De même que le troisième carbone, une liaison vers le H et une liaison vers le quatrième carbone de la chaîne. Mais en fait, ceci, j'aurais pu le dessiner de la manière suivante, c'est-à-dire dessiner les deux aspects, les deux groupes CH3 que je vois là, du même côté de la double liaison. Donc par rapport, dans l'espace, par rapport à la double liaison, je peux les dessiner du même côté. À ce moment-là, j'ai des molécules qui se ressemblent, qui ont la même formule brute, qui ont même la même formule développée, mais qui, dans l'espace, sont arrangées différemment. On va parler ici de l'isomère trans et ici de l'isomère cis. Donc nous avons l'isomère cis quand les deux groupements ici sont du même côté de la double liaison et l'isomère trans quand ils sont de part et d'autre de la double liaison. Et pour que vous vous rendiez bien compte de ce que ça représente dans l'espace, eh bien, je vous montre ici des représentations de ces deux molécules, où donc vous voyez ici le groupement CH3 qui part vers le haut de la photo et ici le groupement CH3 qui part vers le bas de la photo, donc comme dans la représentation schématisée ici, ou bien ici, vous avez les deux CH3 qui partent du même côté de la double liaison. Alors ça vous donne des molécules qui sont très proches l'une de l'autre, qui sont ressemblantes, mais qui ne sont pas identiques. Et donc, nous avons bien ici des isomères. Il me reste maintenant à vous parler des principales fonctions organiques. Je vais simplement les citer ici. Et bien sûr, chacune de ces fonctions nécessite une étude particulière. Mais donc voilà, comme ça, ici, vous avez dans cette introduction déjà un aperçu de différentes fonctions. Nous avons tout d'abord la grande famille des hydrocarbures, c'est-à-dire des composés organiques qui ne contiennent que du carbone et d'hydrogène et qui ont donc comme formule brute générale CXHY. Ensuite, vous avez toute une série de composés oxygénés, c'est-à-dire de composés qui contiennent de l'oxygène, mais où l'oxygène est accroché dans la chaîne de carbone de différentes façons. Nous avons tout d'abord les alcools, qui sont donc des composés organiques qui font apparaître le groupement OH, ce groupement OH pouvant être attaché quelque part à un carbone dans la chaîne, comme nous avons vu dans les exemples d'isomères. Donc ça, ce sont des alcools. Nous avons ce qu'on appelle les éthers-oxydes, où là, nous avons un atome d'oxygène qui est un maillon de la chaîne de carbone. Donc à un moment, vous avez des carbones à gauche qui forment une chaîne, puis un oxygène, et puis des carbones à droite qui continuent pour continuer la chaîne. Donc le O fait partie de la chaîne, il est dans la maille de la chaîne. Ça, c'est un éther-oxyde. Nous avons les cétones. Là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un atome d'oxygène qui fait une double liaison avec un carbone au milieu d'une chaîne. Donc nous avons ici, à gauche et à droite de ce carbone, eh bien, toute une chaîne de carbone plus ou moins longue, et ici, une autre chaîne de carbone plus ou moins longue. Ça, il s'agit d'un cétone. Si on imagine cette double liaison O, non pas sur un carbone en milieu de chaîne, mais sur un carbone en fin de chaîne, donc juste lié à un H encore après, puis à un autre carbone, eh bien, nous appelons ça les aldéhydes. Puis nous avons l'acide carboxylique. Alors le groupement carboxylique est un groupement que l'on retrouve en fin de chaîne de carbone,
puisque nous avons ici un carbone qui a une double liaison avec un oxygène, et puis qui a encore une autre liaison avec un groupement OH, et donc il y a de la place pour faire une chaîne de carbone que à gauche de ce carbone. Donc ce carbone-ci est évidemment en bout de chaîne pour avoir un acide carboxylique. Et puis l'ester, eh bien dans un ester, qu'est-ce qu'on a? Eh bien nous avons en quelque sorte ici un acide carboxylique, mais ici le O, au lieu d'être lié simplement à un H, eh bien il peut continuer une autre chaîne de carbone, et donc nous avons ceci qui est donc qui est la fonction de l'ester. Et puis, il y a encore quelques composés qu'on peut citer, mais qui sont alors des composés azotés. Donc, nous avons incorporé de l'azote. Nous avons les amines. Alors, les amines, en quelque sorte, on peut les voir comme la molécule d'ammoniac, le NH3, mais où chaque H a été remplacé par une chaîne de carbone. Et donc, nous avons alors à ce moment-là une espèce de molécule qui part un petit peu en triangle. 3 chaînes de carbone qui peuvent partir d'un côté ou de l'autre, et ces chaînes sont à nouveau plus ou moins longues, indépendamment l'une de l'autre. Donc voici le groupement, ou en tout cas la molécule, la famille des amines. Et puis nous avons les amides, attention, il ne faut pas confondre, il n'y a qu'une lettre de différence, où nous avons de l'oxygène aussi, mais de l'azote. Donc nous avons un carbone avec une double liaison O, et puis ce carbone, bon, d'un côté il y a une chaîne de carbone, mais de l'autre côté, il est lié à un azote, qui donc lui-même, puisqu'il a 3 électrons de valence, peut encore se lier à 2 autres chaînes de carbone, et donc ça vous donne déjà des molécules qui deviennent un petit peu plus complexes, et ce qu'on appelle donc les amides. Voilà, ceci clôture mon introduction à la chimie organique. J'espère que ça vous donne envie d'en savoir plus, hein. Il y a énormément de choses à dire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à visionner mes autres vidéos, et je vous retrouve avec plaisir dans une nouvelle vidéo de chimie organique à venir bientôt, qui sera consacrée aux hydrocarbures. Voilà, à bientôt!